Voilà, donc il est 13h01. Je vous propose que l'on démarre ce webinaire et donc consacré aux nouveaux espaces d'apprentissage comme celui du mois dernier et particulièrement aux tiers-lieux. Et à cette occasion, nous allons accueillir en premier donc Claire-Marie Cavaco, donc, qui est à la direction de l'aménagement numérique, qui nous immergera dans la Normandie connectée, puisque c'est le dispositif existant. Donc on va commencer par découvrir ce qui se fait en Normandie. Une intervention de Jean Pouly que vous avez rencontré, si vous étiez présent donc le mois dernier, pour les Learning Labs, et qui cette fois va nous dresser un panorama des tiers-lieux donc sur le territoire, et de ces tiers-lieux, à quoi est-ce qu'ils servent, comment on les utilise, comment est-ce qu'ils sont nés également. Bonjour. Bonjour, et nous aurons deux témoins qui viendront nous expliquer leur tiers-lieu, différents l'un de l'autre, mais qui ont l'un comme l'autre un énorme, beaucoup d'intérêt. Et donc on va les écouter attentivement. C'est donc Isabelle Briet qui est responsable de l'espace coworking InWork, et donc Julie Lemonnier qui est chef de projet campus à l'UDD. Alors je précise, c'est vrai que j'ai mis l'abréviation, j'aurais peut-être dû mettre Université du domicile pour tout le monde. Voilà. Claire-Marie, donc je te laisse prendre la main si tu le souhaites pour donc nous expliquer un petit peu quel est aujourd'hui l'état des lieux de cette Normandie connectée, puisque les tiers-lieux, ce n'est pas quelque chose de nouveau en Normandie. Il y a déjà, on va voir à travers les chiffres déjà, beaucoup de choses qui existent, et on voit que c'est déjà florissant et que ça va continuer. Et ça, c'est Hélène qui nous le dira à la fin de l'intervention. Oui, donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. J'essaye de me mettre en plein écran, même je tente. C'est bon aussi. Très bien. Et est-ce que ça défile correctement? Vous avez bien la slide stratégie numérique? Bon, bah Alors, parfait. excuse-moi Claire-Marie, je Tout rappelle marche. juste un Oui. petit point, juste avant de te laisser la parole, que vous avez bien sûr à votre disposition le chat, l'espace de discussion pour poser vos questions, émettre des remarques. Je me fais le relais auprès de nos intervenants de toutes vos interrogations ou de vos prises de position ou demandes d'éclaircissement. Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment fait pour ça. Donc, je vous propose de commencer en effet par un petit focus normand, donc sur donc Normandie connectée, hein, comme le disait Jean-Luc, qui est un réseau qui va rassembler à la fois des tiers-lieux et des espaces publics numériques, hein, donc deux types de lieux. Le tout s'inscrit dans une stratégie numérique normande pilotée par la région. Donc on a une entrée bien sûr numérique sur ces sujets-là, mais pas que, hein. Et donc voilà, ça se raccroche aux axes de la stratégie régionale, et voilà, qui consiste notamment à doter le territoire en ressources numériques. Donc, on est vraiment sur une logique d'infrastructure, infrastructure de services et de réseaux, mais également dans l'accompagnement de la transformation numérique des acteurs et des territoires. Donc, on voit bien que la logique des tiers-lieux et des espaces publics numériques s'inscrit bien à la croisée de ces deux axes. Donc, un petit point historique, hein, qui complète la carte que vous avez sous les yeux. On constate une densité un peu supérieure, hein, des lieux, donc les EPN en bleu, les tiers-lieux en rouge. Donc, on a une plus forte densité sur les anciens départements bas normands, une densité un peu plus faible sur les départements haut normands. Ça s'explique parce que la politique d'accompagnement des espaces publics numériques en basse Normandie est très ancienne. Enfin, très ancienne, 2008, hein, à l'échelle des politiques locales, c'est assez ancien. Et donc, un dispositif d'accompagnement des tiers-lieux qui est plus récent, lui, qui date de 2018. Et tout récemment, on a décidé de faire converger l'animation de ces deux réseaux, en constatant qu'il y avait une hybridation des usages, des cibles adressées. Voilà, donc tout ça donne le réseau Normandie connecté et ses deux composantes. Donc, on va retrouver deux grandes fonctions qui se
s'adosse aux cibles qui sont adressées, donc à la fois le grand public et puis l'accompagnement des professionnels aux nouvelles organisations du travail. Et ça, c'est ce qu'on va trouver plus spécifiquement dans les tiers-lieux. Donc deux composantes hein, dans ce Normandie connecté, comme je le disais. Donc là, je vais m'attacher plus spécifiquement à la partie tiers-lieux. Donc l'idée, c'est quand même de manière transversale d'accompagner des lieux ressources sur le territoire, donc vraiment une logique de maillage territorial, de service aux citoyens, aux usagers et d'ancrage territorial, hein, vraiment d'être en prise avec les dynamiques locales et les besoins des territoires et des populations. Donc l'idée, c'est bien d'être sur le développement de la culture numérique, l'innovation, le partage d'expériences et plus spécifiquement pour les tiers-lieux, on est sur l'émergence de nouvelles formes de travail et la rencontre fructueuse de certains publics, de professionnels notamment, qui ne sont pas amenés à se rencontrer plus facilement dans leur structure respective. Voilà, donc ça permet d'avoir des espaces d'émulation en termes de travail et de population qui vient travailler. Donc pas mal d'entrepreneurs individuels, de salariés indépendants mais également et de plus en plus de télétravail. Et c'est notamment ce qu'on a constaté aussi suite aux différentes périodes de confinement, hein, cet essor de la fréquentation des lieux par les télétravailleurs. Donc en termes de chiffres, sur la partie tiers-lieux de Normandie Connectée, on est à 58 tiers-lieux labellisés. Côté espace public numérique, donc petite plus ancienne, hein, comme je le disais, on est à 152 espaces publics numériques labellisés par la région. Donc, alors voilà, une carte qui zoome plus spécifiquement sur la répartition des tiers-lieux. Voilà, donc ces documents sont disponibles. La localisation des espaces ressources, que ce soit tiers-lieux EPN, sont disponibles sur le site Normandie Connectée. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller y jeter un œil. Vous y retrouverez le maillage territorial de ces espaces. Vous avez dès maintenant dans le chat le lien qui a été mis par Hélène, que vous retrouverez aussi dans la présentation. Pardon, je ne vois pas le chat, hein, donc n'hésitez pas. C'est pour ça que je fais le commentaire. D'accord, les sous-titres. Donc avant de passer au dispositif d'accompagnement, je fais juste un petit détour par rapport au cahier des charges qu'on adosse hein, à cette politique pour le label, pour obtenir le label. Donc c'est un cahier des charges qui est commun aux tiers-lieux et aux espaces publics numériques et qui repose sur le fait de pouvoir garantir un certain niveau de service dans ces lieux. Donc, c'est des notions de connectivité, d'accessibilité, notamment de proposer des espaces de travail de qualité voilà, qui respectent voilà, les conditions de vie au travail euh, voilà, correctes et pour tout le monde. On a également une entrée dans ce cahier des charges qui repose peut-être davantage sur les valeurs, hein, qui est liée notamment au lien social, hein, qui est très important à promouvoir dans ces espaces, qui en font une des richesses. Donc c'est une entrée, voilà, c'est limite une philosophie autour des tiers-lieux, qu'il y ait réellement une animation dans ces lieux. C'est pas, ça va distinguer un tiers-lieu d'un hôtel d'entreprise, finalement, qui est vraiment une animation, d'impliquer les usagers, les résidents dans la vie du lieu, voilà, et puis de brasser au maximum les publics, hein, ne pas se concentrer sur une seule cible, ne pas se restreindre à une seule catégorie de public. Donc vraiment une logique d'inclusion, d'accessibilité. Pour ça, c'est important. Et puis, pouvoir valoriser le savoir-faire, les compétences des personnes qui pratiquent ce lieu, de participer à la diffusion d'une culture numérique et voilà, d'inscrire tout cela dans des valeurs liées au développement durable, hein. Donc, c'est important également de pouvoir s'inscrire dans une logique de réduction d'impact environnemental et également voilà, socialement avoir ces préoccupations en tête. Voilà, donc pour la partie cahier des charges hein, qui va permettre de décerner les labels. Et puis, un petit point également sur le dispositif d'accompagnement que propose la région dans le cadre de ce label Normandie Connectée. Donc, un certain nombre d'aides en nature, hein, donc un site dédié. Normandie Connectée, que je vous invite à aller visiter, sur lequel vous trouverez des ressources, comme je vous disais, la localisation des lieux. On a aussi à cœur de valoriser bien évidemment les lieux qui constituent le réseau à l'extérieur, donc sur les réseaux sociaux, ou quand on a l'occasion de les promouvoir, on le fait.
On est là aussi pour organiser le partage d'expériences et le lien entre les membres du réseau. Donc, en organisant notamment des webinaires, des échanges, des conférences, également, on propose des ateliers dans une logique de montée en compétences des personnes qui animent ces lieux. Voilà, et puis donc des aides directes, là on parle de la partie plus financière, où on propose des soutiens aux études dans le cadre d'un lieu qui souhaiterait s'ouvrir, par exemple, hein, qui cherche faire une sorte d'étude de marché, hein, par rapport aux besoins du territoire et comment inscrire son offre de service dans le territoire. Et également, un lieu qui serait déjà labellisé, mais qui chercherait à diversifier son activité. Donc pour ça, on a une aide spécifique pour les accompagner. On propose aussi de soutenir l'acquisition de matériel numérique, hein, qui conditionne notamment le label, hein, l'accession au label. Donc, une partie une aide à l'investissement sur ces matériels. Et puis, on propose également un prix Normandie Connectée qui permet de valoriser et puis de faire connaître des initiatives ou des projets particulièrement exemplaires, euh, voilà, qui sont mis en place par les membres du réseau. Alors, pour terminer, puis pour rendre tout ça peut-être un peu plus, enfin pour l'illustrer, je vous propose quelques photos de nos tiers-lieux en Normandie, parce que, comme je vous disais, on ne manque pas une occasion de les valoriser. On a quand même quelques pépites dans notre réseau. Euh, donc voilà, c'est pour illustrer aussi la diversité des lieux, finalement. On a une diversité des usages, des modes de fonctionnement, mais également une diversité des lieux en eux-mêmes. On a un certain nombre de lieux qui sont des friches industrielles reconverties. Donc, vous en connaissez sans doute certains, en tout cas pour les Normands, notamment le WIP à Colombelles, hein, qui est un vestige du patrimoine de l'activité industrielle métallurgique à côté de Caen, et sa grande halle. Et puis la filature à Louviers, hein, qui là est un témoignage de l'activité textile de, de cet endroit, côté de Louviers. Le hangar zéro qui est au Havre, c'est pas précisé, mais c'est au Havre, c'est sur les docks, donc l'activité plutôt liée à l'activité portuaire du Havre. Donc je défile, je vous invite, hein, encore une fois, à aller voir sur le site pour plus d'informations. On a aussi des tiers-lieux qui ont ouvert dans des bâtiments anciens, donc le patrimoine ancien. Donc on a deux exemples ici, comme l'abbaye du Valas et le Kaléidoscope à côté de Rouen. Les bains-douches numériques à Flers, dans l'Orne, et puis sur Supermonde à Mondeville. Voilà, donc ça, ce sont des lieux patrimoine historique reconvertis. Et donc en Normandie, on a également donc, le patrimoine de la reconstruction qui peut être tout à fait valorisé. Donc on a deux exemples ici. Donc la station V à Vire, hein, qui est une ancienne station-service dans des bâtiments typiques de la reconstruction, comme il y en a beaucoup à Vire. Et puis à Caen, le Moho, qui a ouvert assez récemment, qui est un espace qui a une emprise très très importante. Il y a vraiment de très grands espaces en plein centre de Caen, juste à côté de la gare. C'est un ancien garage qui a été reconverti avec vraiment des espaces très impressionnants. Voilà. Donc, voilà pour quelques exemples. Je termine juste pour encore une fois vous inviter à aller pour plus de détails sur le site Normandie Connectée. Vous avez l'URL ici. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les contacts aussi pour, voilà, si vous avez besoin davantage d'informations ou de précisions par rapport à ce que j'ai pu vous présenter très brièvement. Nous sommes à votre disposition. Ben, merci Claire-Marie pour nous avoir un peu immergés dans ces tiers-lieux normands. Et la question qu'on va, du coup, qui fait le lien et qu'on va pouvoir, je pense, poser à Jean, au vu de la diversité de ces tiers-lieux normands que tu viens de balayer rapidement, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comment émergent ces tiers-lieux dans des espaces aussi différents qu'une ancienne filature, un ancien garage ou les docks ou un dock portuaire. J'espère que tu vas nous éclairer un petit peu là-dessus, puisque tu as depuis de longues années eu l'occasion d'accompagner de vivre, puisque tu es dans un tiers-lieu aujourd'hui.
Tu es avec nous depuis la région lyonnaise, depuis un tiers-lieu, et tu en as accompagné un certain nombre depuis pas mal d'années. Merci, bonjour à tous. Je vais également partager mon écran pour me présenter. Alors, effectivement, je vous parle depuis Melchior Coworking, qui est un centre de coworking qui est basé au sud de Lyon, à 15 km de Lyon. Je vais me présenter en vous disant un petit peu comment je suis tombé dans le bain des tiers-lieux. Donc moi, je suis consultant, je me suis spécialisé sur l'accompagnement de la transformation du travail et de la formation. Alors j'ai mis Smart parce que mon objectif, c'est pas la distance, le télétravail ou le e-learning, mais c'est le côté positif qu'on peut en tirer. Voilà. Je me suis baigné dans les tiers-lieux dès 2011 et en fait, même avant, parce que j'étais étudiant en médiation culturelle et à l'époque, dans les années 90, la mode, c'était la reconversion des friches industrielles. J'étais à Marseille, à la friche Belle de Mai. On ne parlait pas encore de tiers-lieux ni de coworking, mais c'était bien, puisque tout à l'heure, Claire-Marie parlait des friches normandes. On a effectivement, après la désindustrialisation en France, eu ces friches. Et puis la notion de tiers-lieu est arrivée. Alors, nous, on avait édité un guide dans le cadre d'un cluster en 2011. On parlait des écocentres 2.0. En fait, on parlait de tiers-lieux. On avait travaillé avec des entreprises et des territoires pour imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire demain dans les territoires pour relever les défis qui étaient devant nous. J'ai eu la chance en 2013 et jusqu'en 2017 d'animer un Learning Lab, qui était un tiers-lieu d'apprentissage au sein de Télécom Saint-Étienne. J'ai animé un réseau d'espaces de tiers-lieux dans la région de Genève sur un projet européen franco-suisse, puisqu'il y a beaucoup de déplacements pendulaires de frontaliers qui viennent travailler à Genève et il y a un réseau qui s'est monté qui s'appelle GeoNetwork. Et puis, comme je le disais, je suis président de Melchior Coworking, qui est un espace de coworking qui est dans une très belle demeure qui a 300 ans avec un joli parc et qui héberge non seulement un coworking, mais un centre de ressources botaniques qui conserve des semences anciennes, donc qui favorise la biodiversité, et puis également un centre culturel. Voilà pour les présentations et pour vous dire un peu d'où je viens. Je voulais justement, pour vous éclairer un petit peu sur ce sujet, alors il y en a qui connaissent, j'imagine, dans le public très bien la question des tiers-lieux, voire qui en animent, d'autres beaucoup moins, se dire, mais qu'est-ce qu'un tiers-lieu finalement? Alors c'est Ray Oldenburg, qui est un Américain, qui le premier nous dit voilà, que c'est un lieu tiers entre on va dire, le domicile et le travail, donc c'est très flou, c'est ni le domicile ni le travail, c'est des lieux hybrides, voilà, c'est un mot à la mode, qui se situe entre l'espace public et l'espace privé, et qui contribue au développement économique et à l'activation de ressources locales. Voilà. Alors, vous allez me dire, avec une définition comme ça, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Et j'allais dire, c'est à vous de le dire, c'est-à-dire que le tiers-lieu, souvent, c'est un espèce de grand jeu de Lego où sur un territoire, on essaie effectivement d'activer des ressources économiques, sociales, culturelles pour répondre à des défis du moment. Donc, on a souvent des communautés qui se retrouvent, des habitants, et c'est un peu un lieu qui est défini par les usages de sa communauté. Hein. L'importance d'une communauté préexistante est décisive. Et on peut avoir différentes activités. Il n'y a pas un seul tiers-lieu qui se ressemble, même s'il y a des points communs. Et c'est un petit peu ça l'intérêt. Et ce qui diverge des friches culturelles, c'est qu'il n'y a pas que des activités culturelles. On peut effectivement avoir des espaces de coworking avec des gens qui viennent travailler, par exemple, dans les services, mais également des Fab Labs, des centres de formation, différents autres fonctionnalités qui s'agrègent dans un même lieu. Voilà. Alors, où sont-ils? Là, c'était un recensement, mais qui est déjà obsolète. Ça, c'était, je crois, en 2018. La mission Coworking, qui est devenue France Tiers-Lieux, avait recensé près de 2000 tiers-lieux. Aujourd'hui, on a quasiment doublé. On serait à peu près à 3500 tiers-lieux en France. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que cette carte est intéressante, c'est qu'elle montre à la fois ce qui existe en métropole, dans les métropoles, pardon, et hors des métropoles, donc en milieu rural. On a une majorité hors des métropoles, donc c'est intéressant pour les régions, notamment rurales. Ce n'est pas un phénomène uniquement urbain. Et on aurait plus de 2 millions de personnes qui auraient fréquenté ces tiers-lieux. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais des friches culturelles. En réalité, en France, quand même, les tiers-lieux sont apparus plutôt dans les années 2010-2020 et qui ont été accélérés avec le confinement ou après le confinement, ont été boostés par le coworking. Alors, le coworking, c'est plutôt les années 90. Le premier, c'est à Berlin. On a l'invention du mot quasiment en l'an 2000 et le premier espace qui ouvre en 2005 à San Francisco. En France, c'est la cantine en 2008. Nous, on fait notre guide en 2011. On a à Lyon, à côté, bon, à Paris, il y avait la cantine et d'autres espaces en France, mais à Lyon, c'est en 2012 qu'on a les premiers espaces avec l'accordé. Et pour qu'on voit un petit peu l'exponentiel, on a x10 entre 2012 et 2017. Et on a 2800 espaces en 2022. Donc, si vous voulez, je n'ai pas la courbe sous les yeux, mais c'est totalement exponentiel avec une accélération confinement, post-confinement. Voilà. Alors, le coworking, phénomène est quand même très urbain. Pour vous donner une idée, 18% des espaces de coworking sont dans Paris. Des espaces de coworking français sont dans Paris et près d'un tiers en Île-de-France. À Lyon, on a eu une étude récemment, il y a 80% des espaces qui sont dans la ville de Lyon et seulement 20% à l'extérieur, comme ici à Charly, dans un village. Donc le coworking est un phénomène essentiellement urbain. Les tiers-lieux, en revanche, sont plus également répartis en milieu rural, périurbain. Voilà. Comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait souvent ces tiers-lieux s'inscrivent dans des anciennes friches, alors qu'ils ne sont plus forcément culturels, que le coworking est devenu un petit peu l'accélérateur de ces tiers-lieux. Et souvent, les tiers-lieux hébergent des espaces de coworking. Alors, pas toujours, mais souvent. Et puis après, effectivement, des Fab Labs, des centres de formation, des recycleries, un point de restauration, etc., etc. Alors, question intéressante quand même à se poser, pourquoi l'émergence des tiers-lieux? Alors, j'ai essayé d'y répondre avec des éléments de contexte, notamment d'un urbaniste, Luc Gazenski, qui observe le monde et qui nous dit on est dans un temps d'incertitude et de menaces. Je ne vous fais pas un dessin, réchauffement climatique, chute de la biodiversité, guerre, crise sanitaire. Et dans ce monde d'incertitude et de menaces, on est en pleine transition au carré, avec un S à la fin et transition numérique, transition écologique, transition industrielle, transition énergétique, j'en oublie peut-être, transition sociétale. Et ce temps de bouleversement et de transition, en fait, amène tout simplement les êtres humains à se regrouper pour inventer finalement les réponses à ces transitions, à ces bouleversements, à ces incertitudes. Voilà, en étant ensemble, on est plus fort, on va trouver des solutions ensemble. Et comme disait McLuhan, on pense global, parce qu'on a Internet, on est interconnecté, mais on agit local. Et ces tiers-lieux s'inscrivent dans des lieux, dans des territoires précis, ruraux, urbains, avec leur histoire, parfois dans des friches, leur histoire industrielle ou de services, leur culture, leurs habitants, leur transition, les migrations qu'il y a eu, et essayent de trouver des réponses locales aux défis et aux incertitudes. Voilà, un petit peu une des explications un peu méta, on va dire, de ce succès des tiers-lieux aujourd'hui. On peut décliner 4 grandes raisons avec la volonté d'avoir ce qu'on appelle un pouvoir d'agir. Comment, notamment, on a retrouvé pendant cette crise sanitaire que, quelque part, avec Internet, le télétravail, au niveau local, on avait peut-être de nouveaux pouvoirs d'agir, de créer son activité, de se regrouper, de se former, d'inventer, et de ne pas tout attendre de cet état-providence qui a marqué, j'allais dire, l'après-guerre, et qui aujourd'hui est peut-être en train de s'effriter, voire de s'effondrer pour certains. Donc, comment retrouver ce pouvoir d'agir? Comment, justement, penser globalement et agir localement? Comment produire des ressources qu'on va mettre en commun? Voilà, au Moyen-Âge, c'était des moulins et des fours à pain. Aujourd'hui, c'est des codes sources, c'est les Creative Commons. C'est comment on peut mettre en commun des recherches, des innovations au service d'un territoire, d'une communauté. Et puis, c'est ces fameuses organisations apprenantes et qui rejoint notre sujet de tiers-lieux d'apprentissage. Comment, en fait, aussi, c'est des lieux où on vient expérimenter, se former, apprendre, partager, transmettre ce qu'on va imaginer, créer. Voilà. Et tiers-lieux comme organisation apprenante, alors c'est Peter Senge qui définit l'organisation apprenante comme des organisations un peu systémiques où on a une vision partagée, des valeurs communes, ce qui fait que la communauté se regroupe dans un lieu où on vient apprendre
au niveau personnel. On vient développer des compétences, mais également en équipe. Et on vient un peu sortir des schémas mentaux préexistants, très verticaux, très classiques, pour essayer de faire un pas de côté et mettre en commun ces apprentissages. C'est des lieux où on est centré sur le faire par soi-même, hein, le fameux do it yourself, mais également apprendre en faisant, le learning by doing. Hein, c'est des lieux du faire, F-A-I-R-E, c'est pas l'âge du faire, mais voilà, des makers, de ceux qui fabriquent, hein, notamment dans les Fab Labs, et puis des lieux d'éducation tout au long de la vie, parce que dans ces transitions, il va bien falloir que chacun, à tout âge, continue à se former, et c'est pas forcément les process du XXe siècle de formation qui peuvent répondre aujourd'hui aux défis de formation tout au long de la vie, quasiment en permanence, hein. Moi, j'avais dans mon coworking des équipes de codeurs qui se formaient tous les vendredis matins. C'était un peu imposé par leur boîte pour qu'ils restent à jour. Voilà, je prends cet exemple-là. Donc, des tiers-lieux pour se former avec différents équipements, différents outils, différentes salles, peut-être des learning labs, des espaces de démonstration, des ateliers de fabrication avec le métal, le bois, des espaces numériques, pourquoi pas des espaces publics numériques, hein, qui existent plutôt là depuis les années 2000 et qui ont trouvé leur place, hein, dans les tiers-lieux, on le voit en Normandie. Voilà, vraiment des lieux où on vient se former de façon très formelle ou de façon informelle. Après tout, quand on est… moi, la première fois que je suis allé dans un coworking, j'avais créé mon activité. J'y suis allé pour voir du monde, mais j'y suis allé aussi pour me former, parce qu'en fait, lancer mon activité, avec les autres, avec une communauté autour de moi, j'ai appris sur la comptabilité, sur répondre aux appels d'offres. Enfin, voilà, j'ai eu une communauté de soutien et d'apprentissage en temps réel et de façon bienveillante. Voilà. Alors, la formation dans les tiers-lieux aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 60% des tiers-lieux qui proposent de la formation, hein. Il y en a 43% qui travaillent avec des organismes de formation. Donc, on peut avoir des formateurs à travers les membres du tiers-lieu, hein, qui a des coachs, des formateurs qui proposent leurs services au tiers-lieu, et puis des OF qui viennent de l'extérieur intervenir dans les tiers-lieux. On estime qu'en 2019, il y a quand même 134 000 personnes qui se sont formées dans les tiers-lieux. Donc, vous voyez, c'est un chiffre qui est intéressant, qui est en augmentation. Et on se forme. Alors, pour l'instant, effectivement, majoritairement à tout ce qui est fabrication, hein, pour 40% des formations. Tout ce qui est usage et métier du numérique, je crois que c'est à peu près 30%. L'entrepreneuriat également, qui est très présent, puisqu'on a souvent dans ces lieux des entrepreneurs. Et puis tout ce qui est communication, marketing, management. Les autres types de formations sont assez marginales pour l'instant, mais on voit maintenant de plus en plus des lieux qui agrègent d'autres types de formations. Alors j'ai pris comme ça 2-3 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Il y a évidemment ceux de Normandie, mais je pensais à Mekissi qui a démarré à Montreuil et qui est un peu un leader dans tout ce qui est formation au fer, justement, au Fab Lab, à la fabrication, à l'artisanat. On a le Rocher Créatif à Troyes, que je trouve intéressant également, qui est un lieu de formation sur place, mais également qui vient de lancer une plateforme en ligne de e-learning, que je trouve très bien faite, avec des abonnements, et qui montre qu'effectivement, peut-être que ces tiers-lieux vont devenir, et le sont déjà, hein, parce qu'il y en a qui sont dans la certification Calliope, de véritables organismes de formation d'un nouveau genre, basés sur la proximité aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a souvent des OF dans le cœur des grandes villes, mais bien sûr des CFA, d'autres organismes partout, mais voilà, des lieux de rencontre qui peuvent aussi aller un peu aux périphéries, dans des régions qui sont à la fois qui ont des grands centres urbains, mais aussi un milieu rural. Les tiers-lieux normands, je crois que je ne vais pas m'apesantir, je vous montre juste effectivement, voilà, plus que Claire-Marie nous a détaillé un peu tout le projet en détail, que voilà, il y a effectivement ce moteur de recherche qui permet de trouver ces 206 tiers-lieux, dont une grande partie de PN, mais aussi une cinquantaine de coworking et une dizaine de Fab Labs. En tout cas, voilà, une région qui est assez bien maillée en tiers-lieux et qui voit aussi le nombre croître régulièrement. Je conclurai avec quelques points d'attention, notamment pour les porteurs de tiers-lieux ou ceux qui voudraient monter des projets, non pas pour vous freiner, mais plutôt pour vous donner quelques points importants. Attention à l'effet un peu couteau suisse, c'est-à-dire que quand on pense en tiers-lieu, on a tout de suite, comme c'est pas très défini,
On peut avoir plein d'idées, on voudrait tout mettre dedans, et le problème, c'est que les couteaux suisses, bien souvent, celui-là, il peut y avoir 48 lames, mais il y en a une qui sert bien, ou deux, mais voilà, 48, c'est un peu rare. Et à vouloir trop faire, hein, qui trop embrasse mal étreint, on risque de mal faire beaucoup de choses. Donc, c'est plutôt une logique d'agrégation d'activités. Ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'ici, à Melchior Coworking, nous, on s'occupe de l'espace de coworking, on le fait très bien. Et puis le CRBA, il fait de la botanique, et puis le théâtre, il fait de la culture, et chacun fait très bien quelque chose, et en même temps, on a une gouvernance commune. Vouloir tout faire, c'est parfois un risque. Voilà. Attention aussi, le tiers-lieu n'a pas forcément vocation à soigner tous les maux de la société. Alors bien sûr, il est là pour construire des réponses aux défis, aux incertitudes, aux menaces, mais attention à ne pas importer tous les maux de la société avec le risque de ne pas pouvoir y répondre. Alors, on peut avoir une antenne, une mission locale qui s'agrège à un tiers-lieu rural ou pourquoi pas un centre social, mais voilà, vouloir attention à pas remplir des fonctions qu'on ne pourrait pas remplir, ni se substituer à des acteurs qui le font très bien par ailleurs. Plutôt tisser des partenariats. L'importance de la préexistence d'une communauté. Parfois, les élus, parce que c'est devenu un peu la mode maintenant d'avoir un tiers-lieu, ont un super patrimoine et ils raisonnent à partir du lieu. C'est très intéressant. Ici, on a un lieu magnifique. J'ai vu des photos de très tiers-lieux magnifiques et c'est important. Mais la communauté est plus importante que le lieu. C'est vraiment elle qui fait la garantie d'un succès, d'une pérennité, d'une vie à l'intérieur du lieu. Évidemment, si vous avez un lieu magnifique, c'est encore mieux. Mais la communauté est primordiale. Voilà. Importance de communiquer, on est dans un monde de communication, on en pense ce qu'on en veut, parfois qui est trop communicant, parfois qui fait que parler, mais voilà, moi j'ai constaté que les tiers-lieux qui communiquaient bien s'en sortaient mieux. Alors évidemment, il vaut mieux communiquer avec un très beau projet que juste communiquer avec un projet creux, mais un très beau projet qui communique peu ou mal a moins de chances d'attirer des opportunités, des membres, de trouver une pérennité, de trouver des projets. Donc c'est important aussi, mais généralement, il y a dans la communauté des gens qui savent très bien communiquer. En tout cas, c'est important de bien faire savoir, faire et faire savoir. Et puis dernier point, n'hésitez pas, et je crois que c'est aussi le message de la région qui soutient avec des aides directes, mais aussi en ingénierie, en conseil. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner parce que c'est intéressant d'avoir aussi un apport d'expertise sur de l'ingénierie. J'ai fait ça avec pas mal de territoires, de communautés de communes, de projets, et c'est toujours intéressant d'avoir un tiers, pour le coup, qui vient aussi faire l'accompagnement pour permettre à un projet, parce qu'il y a quand même des problématiques immobilières qui ne sont pas simples, de modèle économique, de mobilisation de communautés, de gouvernance juridique. Enfin, il y a différents volets qui font que on peut avoir des super idées et plein d'enthousiasme et quand même rencontrer certaines difficultés. Donc c'est important aussi de ne pas essayer à chaque fois réinventer l'eau chaude et quand c'est possible de pouvoir se faire accompagner si évidemment c'est possible. Voilà, je conclurai avec ce soutien de l'État, mais je pense que Hélène aussi nous en dira un mot. En 2018, il y a une mission coworking qui a recensé les lieux. Il y a eu un conseil national des tiers-lieux qui s'est mis en place. Aujourd'hui, il y a France Tiers-Lieux, qui est je crois, un groupement d'intérêt public, si je ne me trompe pas, qui porte l'animation des tiers-lieux en France. Et puis, il y a des appels à projets. Voilà. Et prochainement, oui, donc peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Donc, Hélène Lepezan, je travaille à la région Normandie aussi. Peut-être vous parler que prochainement, donc d'ici fin 2022, un appel à projet régionalisé va pouvoir venir du coup soutenir des projets de développement d'activités de formation au sein de tiers-lieux, de projets collectifs en fait sur des territoires pour pouvoir développer du coup, de s'appuyer sur ces espaces, hein, ces tiers-lieux pour développer de l'activité de formation avec voilà, pour finalité aussi cet appel à projet qui part de
d'un cadre plus national qui va être régionalisé, pour un peu rassembler ces 2 écosystèmes qui sont, la formation et du coup les tiers-lieux et puis donner, tu parlais tout à l'heure Jean de proximité justement, c'est de faciliter l'accès à la formation au plus près, des apprenants. Donc voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que c'est en cours d'écriture, mais je vous tiendrai informé du coup sur le site de Communautique, du coup, dès que l'appel à projet sera sorti. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais dans le cadre de ce cycle autour des nouveaux espaces d'apprentissage, un atelier aura lieu le 20 septembre, justement animé par Jean, pour pouvoir du coup imaginer, coélaborer, et cetera, votre nouvel espace d'apprentissage, un peu, cet atelier d'idéation, mais peut-être que tu en reparleras, en conclusion, Jean, tout à l'heure pour faire un peu de teasing sur cet, atelier, et là, je vais plutôt laisser la parole du coup à Isabelle et Julie pour donner des exemples en fait de tiers-lieux qui développent une activité aussi de formation, en Normandie. Alors, je vais peut-être une question à Jean juste avant de passer la parole à Isabelle. Je m'interrogeais on peut parler d'explosion hein, du nombre de tiers-lieux. Tu nous as dit de mémoire 1700 à 2800 là, pendant la période de confinement. Est-ce qu'on observe un glissement de tiers-lieux, on va dire plutôt associatif, voire à l'initiative de municipalités, vers un tiers-lieu business, j'ai envie de dire que plutôt voilà, espace bureau partagé avec des finalités qui peuvent être différentes. Elles ne sont pas mauvaises, hein, forcément, mais qui peuvent être différentes que, que les objectifs que tu fixais, que tu nous décrivais au début. On a les deux. On a les deux, c'est-à-dire que pourquoi on a les deux? Parce que déjà, on n'a pas forcément le même modèle économique en fonction de notre situation géographique, en termes de, je vais appeler ça une zone de chalandise, de densité de population entre l'urbain, le périurbain ou le rural ou l'ultra-rural. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des études, notamment de fréquentation, pour savoir comment le modèle économique passe en fonction du nombre de personnes. Mais on peut avoir des tiers-lieux hyper ruraux qui marchent. Hein. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une première catégorie qui vont être plutôt associatifs et un peu à l'initiative de collectivités, justement, dans des zones qui vont avoir un modèle économique purement privé un peu difficile. Et puis, on a aussi, avec le temps, des tiers-lieux qui se professionnalisent et qui deviennent, comme tu dis, plus business. Et moi, je trouve ça aussi une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils se consolident, qu'ils trouvent un modèle économique, qu'ils vont chercher des ressources, qui mettent en place un système de formation, qui se font certifier Calliope, qui développent une plateforme de formation et qui vont devenir des véritables lieux économiques pérennes au-delà des subventions d'amorçage qu'ils peuvent avoir de l'État, des collectivités. Et je trouve ça plutôt bien parce que le risque, et je le dis comme je le pense, j'ai beaucoup suivi dans les années 90 les friches culturelles, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fermé parce que, alors il y en a qui sont institutionnalisés comme la friche Belle de Mai, très bien. Il y en a, c'était limite des squats qui ont plus ou moins bien terminé. Là, on est dans autre chose. On est vraiment dans des lieux d'activité économique. Il y aura aussi certains lieux qui vont fermer, mais il y a un petit peu les deux qui se développent et ça répond à des situations géographiques qui sont différentes. En tout cas, je pense qu'on va avoir dans cette explosion des lieux qui vont se professionnaliser, qui vont se consolider, pourquoi pas avec des investissements privés, de foncières privées. Et voilà. Ok, eh ben merci. Et puis je pense que ça fait une bonne transition avec donc nos deux témoins qui sont avec nous cet après-midi. Enfin, ce midi, c'est presque pas encore l'après-midi. Donc Isabelle et Julie. Et puis donc du coup, je vais leur poser la question et en premier lieu à Isabelle. De quel tiers-lieu, là, dans ce que l'on a vu, vous vous êtes senti le plus proche et après, vous allez nous dire effectivement dans le détail ce qu'est ce tiers-lieu InWork. Clairement, on est un peu encore entre les deux. Notre but, c'est de pas devenir une plateforme de bureaux partagés, mais on a 3 personnes qui louent des bureaux dans nos locaux. Et la volonté, c'était vraiment plutôt de créer une communauté qu'on souhaitait faire ici, de mixer les entreprises dans notre espace pour découvrir, nous, le biais un peu particulier,
Si je présente la structure, c'est qu'on fait partie, on est au sein d'un ESAT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un ESAT, c'est un établissement et service d'accompagnement par le travail. Donc on accueille des personnes en situation de handicap. Et le coworking, on a 500 mètres carrés qui sont situés en plein milieu de l'ESAT. Donc à travers la vitre, on voit les personnes travailler à côté des coworkers ou des salles de formation. Voilà, l'idée, c'était de faire venir les entreprises au sein de notre espace pour changer le regard des gens sur le handicap. C'était ça notre volonté de développer notre communauté et de travailler là-dessus. Donc, c'est vrai que la mauvaise nouvelle, ça a été le Covid. Donc, c'est compliqué de déclencher tout ça en ce moment. Donc, on a plutôt privatisé les espaces parce que les gens cherchaient on a 500 mètres carrés, les gens cherchaient des endroits. Donc, on a ouvert sur quelque chose qu'on ne souhaitait pas vraiment au départ, mais qui nous a permis de nous faire connaître quand même, juste en bouche à oreille et d'avancer comme ça tranquillement. Donc, c'est greffé là-dessus au fur et à mesure du déconfinement des coworkers. Donc, l'amalgame, il est en train de prendre. Là, on a eu des travaux qui sont finalisés. Donc, sur septembre, on espère vraiment pouvoir rebooster la communication et développer. Mais notre idée de départ, elle était vraiment de valoriser les compétences des personnes qu'on accueille et de mixer ça avec les entreprises qu'on souhaitait faire venir, soit sous la forme de coworking. Et si je peux défiler maintenant mon Oui, oui, PowerPoint, oui. comme ça va me raccorder Voilà, si ça vous présentez-nous ça ennuie dans le pas. détail Ouais, avec quelques voilà. images. Parce qu'on a le challenge était d'arriver pour tous nos participants cet après-midi à vous immerger dans ces tiers-lieux, bien que nous C'est ça. soyons à distance. Voilà, donc là, c'est des photos de chez nous qui ont été prises. Donc là, on a un espace détente avec une cafetière professionnelle où on a formé des travailleurs de l'ESAT qui servent le café aux personnes. Donc, nous, en gros, dans notre espace de coworking, vous allez le découvrir, on travaille dans le coworking gratuitement. Mais par contre, on fait payer les services. Donc, on a une notion c'est venu aussi avec le Covid de dire, voilà, clairement, il faut qu'on ait des lieux accueillants et rassurants pour les gens. Donc, on avait une équipe de 3 personnes, si vous voulez, pendant les phases dures qui nettoyaient tout le temps. Donc, et l'idée, c'était de proposer de rassurer les gens pour les faire venir. Donc voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'idée de créer un espace de coworking, c'est le fruit. Donc on est porté par une association, le Pré de la Bataille, qui a 300 salariés et 530 personnes accueillies sur nos 4 établissements de la métropole rouennaise. Donc on est situé, nous, en périphérie de Rouen, sur la rive de gauche. On est à 6 km de Rouen. Donc l'avantage, c'est que vous avez du parking par rapport au centre-ville. C'est un petit peu ça la différence. Donc l'espace, on a voulu enlever le nom des ZAT pour que ça parle. Alors, je ne sais pas si c'est pas, mais on a appelé ça le Work to Be. Donc, ce qui voulait un ensemble innovant de 4 dispositifs pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, notre espace InWork se voulait un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, le mélange des acteurs du territoire sur ce dispositif. Les objectifs. Donc, quand vous voulez adhérer à notre coworking, on a mis en place une sorte de charte morale parce que l'idée, c'est vraiment de se dire, moi, je vais interagir avec les personnes et c'est amener une réflexion de, voilà, par exemple, on a une coworkeuse, elle travaille ici, elle vend des citronnades, Nabila, et elle vend des citronnades sur tout le territoire national, mais elle les produit à côté de chez nous, donc elle vient coworker ici gratuitement, et en discutant avec elle, elle avait des problématiques de transport, elle stockait ses palettes dans son garage et tout ça, donc nous, on lui a proposé de stocker chez nous, c'est les travailleurs qui lui préparent ses expéditions, les transporteurs viennent chercher, et du coup, ça l'a libérée de tout un poids, parce qu'elle, il faut les carrer sur son cœur de métier, et là, son entreprise, elle est toujours un peu en mode start-up, mais c'est ce qui va, on le souhaite, permettre de l'aider parce qu'au départ, elle n'avait pas les moyens d'embaucher des personnes pour valoriser. Donc, Nabila, vous voyez, d'adhérer avec notre principe de travailler ici, mais de se dire, il faut que j'interagisse avec le milieu du handicap, mais comment? Et souvent, quand les gens viennent travailler ici, l'idée, c'est de se dire, moi, effectivement, je pourrais peut-être vous débrayer soit des impressions, je vois vous faites des impressions, ça pourrait être intéressant pour moi. Le transport et la logistique, c'est un de nos points forts parce que sur nos 4 établissements, on a énormément de stockage et on a des gens formés sur la logistique. Donc, on a essayé de trouver des interactions, de déclencher des discussions avec tout le monde. Et voilà, de se dire, voilà, vous venez ici, on vous héberge gratuitement, vous êtes porteur de projet. Par contre, clairement, vous vous engagez à donner quelque chose de votre temps. Par exemple, ça peut être des formations. On a quelqu'un aussi qui nous aide sur la rédaction de contenu, un journaliste qui vient travailler ici. Voilà, c'est vraiment réfléchir à une autre façon d'aborder les choses. Donc là, je vous en ai déjà parlé sur la partie technique, on va dire.
Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure dans l'architecture, donc on a les mêmes zones de travail que des espaces classiques. Donc nous, dès que ces bureaux, vous voulez privatiser, effectivement, là, on retrouve des bases normales de location, on fait payer. Mais clairement, dès que vous êtes un acteur et que vous voulez rejoindre la communauté des coworkers, eh bien voilà, on met en avant le porteur de projet qui va vouloir intégrer aussi une démarche RSE, donc de vouloir s'impliquer dans une démarche philosophique, sociétale des entreprises et de changer une philosophie différente et de rester là-dedans. Donc on est aussi vertueux dans ce sens-là, c'est qu'on essaye de promouvoir aussi des personnes qui ont des difficultés. Nous, on dit aussi, on n'est pas loin du CESI, on a les CIGELEC, on a l'INSA qui sont à côté. Moi, clairement, si des étudiants demain viennent bosser, ont une volonté d'entreprendre, on les accueillera gratuitement pour travailler ici. Ça, c'est un point vraiment qu'on tient à faire parce que la dynamique, elle est aussi là-dedans, dans les échanges qu'on peut avoir. C'est le mixage des gens, comme le disait Jean tout à l'heure, c'est clairement ça. C'est là où on s'enrichit de la présence. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler ici et c'est vraiment très chouette au quotidien de pouvoir interagir avec tout le monde et de pouvoir participer à tout ça sur le sur le quotidien. J'ai un groupe qui part, je suis désolée. Donc, du coup, il m'interpelle. Donc, voilà, non, c'est vraiment des chouettes moments d'échange. Le plus qu'on a fait On a une ici, question, j'en Ouais. prends je à vois chaud, plus une le question. fil. Ouais. Voilà, une question dans le chat, savoir s'il y a un ESAT à Caen ou dans les environs proches. Un ESAT à Caen? Oui, enfin, j'imagine quand Martial dit ESAT, c'est, on va dire, dans votre Ah oui, nous, on est rattaché à votre. vraiment. Ah oui, oui, il est complètement à côté. Je vous dis, quand vous travaillez dans le coworking, vous voyez la partie. Vous voyez sur la photo qui est au diaporama, la rénovation, elle est à 10 mètres de chez moi. Donc, on peut aller visiter. Moi, l'idée, c'est de faire visiter les AT à ceux qui le souhaitent. On va visiter l'atelier rénovation qui nous fournit les meubles. C'est eux qui nous restaurent. Donc là, on a trouvé un petit lien aussi sympa pour montrer quelque chose fait en ESAT. Et sinon, sur toute la partie plus classique, on va dire des ESAT, que ce soit les espaces verts, le conditionnement, la sous-traitance, ils sont vraiment situés. On a la même entrée pour tout le monde, si vous voulez. Les gens, à droite, vous avez les AT, et à gauche, vous avez le coworking, et les gens utilisent le même endroit pour entrer. On les voit travailler sur tout ce qui est conditionnement pour les structures, mise sous pli, impression, couture. On a aussi, les gens sont juste à côté et on voit travailler, eux, voient bosser les coworkers, et nous, on les voit à travers la vitre. Donc, on est vraiment situé sur le même endroit géographique. Voilà. Donc, pour finir sur la partie rénovation, donc on propose aussi aux personnes, s'ils souhaitent acheter, en gros, l'idée, c'est de reconstituer un stock de meubles régulier. Donc, on a des personnes, voilà, quand ils flashent sur un meuble, eh ben, ils partent avec, si c'est possible. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce principe de refaire le lien aussi entre les opérateurs et les rénovateurs. Et on espère aussi pouvoir faire un atelier collaboratif dans cette zone-là, où les gens pourront venir retaper leurs meubles avec les personnes qui travaillent, nous, dans l'atelier au quotidien. Sur cette partie-là de coworking, on a aussi dans notre espace sur Saint-Étienne-du-Rouvray une plateforme inclusive qui va en lien aussi avec la volonté de l'association de travailler sur le projet développement par rapport aux entreprises. Sur les 530 travailleurs que nous suivons, on a aussi des personnes qu'on a mis sur un dispositif particulier qu'on appelle aussi le tremplin. Et ces personnes-là, si vous voulez, sont à même de pouvoir aller vers le milieu ordinaire. Donc on a toute une zone un pôle d'ingénierie d'inclusion dont l'objectif est justement de favoriser cette démarche des personnes et en les accompagnant et en pouvant ainsi les préparer au mieux pour le milieu ordinaire. Donc, c'est des ateliers que mes collègues animent et qui sont situés aussi juste en lien avec nous sur la partie de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc, en déclenchant tout ça, on se disait que ça donnait du sens entre l'espace de collaboration, les entreprises, les personnes qu'on peut inclure, et ça dynamise vraiment le fait de pouvoir faire des stages ou des choses comme ça, parce que le fait de voir les personnes travailler, de voir ce dont elles sont capables, ça donne du sens à tout ce qu'on fait au quotidien. Et donc, les aides tremplins qu'on a ici aussi, ça permet aussi de faire avoir un vrai suivi. On a 2 personnes qui accompagnent les travailleurs qui peuvent aller dans le milieu ordinaire et qui les suivent. Donc, si vous voulez, c'est pas juste on signe le contrat et c'est fini. Donc, il y a un accompagnement avant, une aide aussi sur les dispositifs de l'État par rapport au financement possible, parce qu'il y a plein de subventions quand il y a des personnes, des entreprises qui embauchent des travailleurs en situation qui sortent des AT.
Et du coup, nous, on a 2 personnes à temps plein sur ce dispositif-là qui accompagnent les travailleurs, qui accompagnent les entreprises. Et après, voilà, s'il y a des difficultés, elles sont présentes aussi après la signature du contrat, le temps qu'il faut. Donc, mais en général, c'est plutôt assez rassurant pour les structures qui acceptent de signer les contrats parce que ça les décharge aussi comment on pourrait dire, de tous les préjugés qu'elles peuvent avoir, de dire ah, ça va être compliqué, on va pas savoir lui parler. Donc, du coup, nous, on crée, on essaie de les rassurer et le fait d'accompagner, là, on est quand même sur des bonnes statistiques. Là, on a signé depuis le début de l'année 5 CDI et enfin, c'est plutôt encourageant pour la suite par rapport à ça. Voilà. Et par rapport au thème de la journée, je voulais donc parler de la FRESAT, qui est une association de formation régionale des ESAT de Normandie, qui est basée donc dans nos locaux et qui dispense des formations chez nous depuis maintenant 1 an et demi, dont une qui est sur l'organisation apprenante, qui est une de leurs spécificités. Donc ça m'a fait, quand Jean en a parlé tout à l'heure, ça m'a fait tilt aussi. Donc la FRESAT Normandie porte aussi le dispositif différents et compétents en Normandie. Donc je sais pas si, donc là c'est plus sur le développement des compétences des personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT, en EA, donc entreprise adaptée ou en IME. Donc c'est spécifique, hein. Vous êtes sur la RAE, l'organisation apprenante et ce qu'on appelle aussi la valorisation des rôles sociaux. Donc ils sont vraiment sur une thématique particulière, mais qui a son sens à venir faire dans notre établissement les formations. Donc voilà. Et à bientôt. Et au plaisir de vous voir si vous voulez venir visiter un espace un peu différent. Du coup, ça sera vraiment avec plaisir de venir découvrir dans une cabine de télésiège. Je ne savais pas qu'on avait des télésièges à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et bien voilà. C'est clairement ça. Ouais, on est prêt. Ok, merci. Donc, on a bien noté que c'était à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ça répond aussi à une question qui était posée sur la localisation, s'il y avait d'autres espaces similaires, en fait, en Normandie. On va enchaîner tout de suite avec Julie sur un autre environnement, un projet qui a germé différemment, qui part certainement on va dire, qui a une genèse qui est certainement très différente même de tout ce qui nous a été présenté jusqu'à présent, mais qui va venir une fois de plus illustrer la diversité des tiers-lieux. Vous voyez mon diaporama? Vous m'entendez? Parfait. Très bien. Donc, je vais vous parler du campus de l'Université du domicile. Alors, je vais peut-être passer un peu rapidement sur certaines slides, vu le temps qu'il reste, du coup. Donc, le campus... On se permettra de déborder un petit peu si besoin, pour quand même pas rester sur une moitié de diapo. Ok. Donc, le campus est intégré à l'Université du domicile. C'est une SAS ayant le statut d'organisme de formation. L'UDD, elle intervient plutôt dans le champ de la professionnalisation de l'emploi à domicile. Et elle a également développé une offre de formation plutôt à destination des entreprises, en lien avec le management et le télétravail. Le projet de l'UDD, puis de son premier campus, a été élaboré en plusieurs étapes. Donc, il y a eu tout d'abord une conférence de consensus en 2014. C'était un événement national qui a été organisé à Alençon, où le domicile a été abordé comme un lieu d'innovation et de compétences. Il y a eu ensuite, en 2016, un atelier regroupant plusieurs collaborateurs sous la forme participative avec une approche Living Lab et un cahier qui a été produit à l'issue de cet atelier. Enfin, plusieurs publications du département recherche qui s'appuient sur des sciences de l'éducation et sur des sciences humaines ont enrichi la réflexion. L'UDD, elle est structurée en 5 activités. Donc, tout d'abord, le département recherche qui a accompagné, par exemple, une thèse d'une jeune femme. Donc, la thèse était cofinancée par l'entreprise sur le thème de l'habitat partagé et de la prise de décision en habitat participatif. Il y a aussi, depuis ce début d'année, un Learning Lab qui a vu le jour. Il est à la disposition des entreprises et aussi des organismes de formation. On a ensuite le centre de formation, donc qui intervient sur le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et sur les thématiques du télétravail et du management, certifié Calliope. On a le campus de l'UDD, dont je vais vous parler plus particulièrement ensuite,
Et enfin, le projet de CFA qui verra le jour en fin d'année, donc sur l'apprentissage pour les futurs métiers de l'emploi à domicile. Le campus à Alençon a été pensé et conçu vraiment comme un domicile géant. Il a ouvert ses portes au mois d'octobre 2021 et on a eu la chance qu'il soit inauguré par Elisabeth Borne en décembre. C'est un établissement donc pédagogique où les actions sont structurées autour de 5 piliers que vous pouvez voir à l'écran, donc observer, contribuer, acquérir, transmettre et habiter. Il offre un environnement semblable à un domicile avec des espaces de travail qui permettent l'observation, la transmission et l'enrichissement en compétences, qu'elles soient professionnelles ou plus personnelles. Le campus fait 650 mètres carrés. Il regroupe 3 maisons d'habitation. On a la particularité d'avoir un jardin potager en permaculture au sein du campus. Nous avons aussi donc, une cuisine pédagogique, un espace coworking et des salles de réunion qui sont ouverts 5 jours sur 5, même demain exceptionnellement. Et 8 logements, donc 7 studios dont un PMR et un grand duplex. Donc la partie habitat est plutôt destinée à la sphère professionnelle. On a aussi des partenariats par exemple avec la scène nationale ou autre. Et aujourd'hui, pour parler fréquentation, j'ai eu des artistes ce matin qui ont croisé un organisme de formation et j'avais aussi une autre réunion interne. Donc on a plusieurs catégories qui se croisent au campus. Le campus a été labellisé tiers-lieu par la région au mois de mars. Donc il est bien entendu accessible aux Normands, aussi au Pays de Loire, puisqu'on est sur 2 régions. Et c'est donc un laboratoire vivant qui est dédié à l'expérimentation, à la formation et à l'innovation. Pour revenir sur les actions plus concrètes de formation et de développement des compétences qu'on a déjà pu mettre en place depuis l'ouverture, donc en seulement, on va dire, 6-7 mois compte tenu de la crise sanitaire. Donc, on a déjà des partenariats avec des organismes de formation, donc on leur met à disposition des salles. On a la possibilité d'utiliser les hébergements pour des modules pratiques. Donc, on travaille par exemple avec l'IRFA qui sait qu'il a la possibilité de faire des sessions pratiques dans un des studios, par exemple. Et on a organisé aussi un job dating le 11 juin dernier, donc avec des organismes de formation, Pôle emploi, la mission locale, et les partenaires de notre écosystème, du coup. Et ce job dating était à la fois ouvert aux salariés du secteur, mais aussi au grand public. Le campus peut servir de lieu de tournage pour des modules de formation. Donc, il y a eu la réalisation d'un module en réalité virtuelle par l'équipe de la cellule digitale de l'entreprise, avec une rédaction de séquences en lien avec les risques au domicile pour la garde de jeunes enfants, par exemple. Donc, le tournage a duré 2 jours. Et ensuite, il y a eu le montage des séquences et le test donc, du module qui est désormais complètement opérationnel. Nous avons aussi les ateliers management, donc on en a déjà eu 3. Donc là, c'est plutôt en lien avec le catalogue de formation entreprise. Donc c'est vraiment animé par des consultants professionnels à laquelle participent à ces ateliers des entreprises du secteur. On peut aussi avoir des réseaux, puisque sur place, on a la CPME, on a le MEDEF, etc. Donc c'est des structures qu'on accueille assez régulièrement. On a déjà eu des ateliers donc, sur le télétravail, sur le management hybride, et on en a un qui va être vraiment très, très sympa la semaine prochaine sur le permanagement, c'est-à-dire le principe de la permaculture appliqué au management. Le 29 juin, il reste encore des places. On a une convention avec un collège, donc afin de renouer avec les savoirs en rupture de transmission. Donc ils ont démarré les sessions chez nous à partir du mois d'octobre. Donc sur la période hivernale, on a plutôt été sur un cycle d'observation et d'apprentissage théorique, en s'appuyant sur le jardinier en permaculture qui intervient au campus. Et depuis le printemps, on est là sur des travaux vraiment pratiques, puisqu'ils ont participé par exemple à la répartition de la paille dans le jardin, à la fabrication d'un hôtel à insectes jeudi dernier. Les collégiens travaillent aussi sur des fiches historiques sur les noms propres qu'on a donnés aux différents espaces, ce qui leur permet de s'approprier l'histoire tout en étant sur des aspects un peu ludiques. Et leur travail sera valorisé puisqu'on fera des affiches, enfin des fiches dans chaque appartement et chaque salle.
Le campus est aussi un lieu de stage et de retour à l'emploi. Donc, c'est un lieu vraiment à taille humaine, à dimension humaine, adapté à l'apprentissage et à l'acquisition de compétences. Donc, on a eu le retour à l'emploi d'une jeune femme qu'on a suivie, qui était d'abord en stage avec la mission locale, qui est passée ensuite en mi-temps, en CDD pendant 3 mois chez nous, et qui est maintenant, après avoir repris confiance en elle, qui est à temps plein, en CDD également pendant plusieurs mois, au siège social. On a aussi actuellement en stage, et elle soutenait son mémoire ce matin, une jeune fille en licence pro. Donc elle est encadrée, elle, par le service communication d'entreprise, mais on a pu travailler avec elle sur tout ce qui était plutôt soft skills, accueil aussi du client, posture professionnelle, etc. pendant son stage dans nos locaux. Et enfin, l'UDD est maintenant adhérente à l'association Reconnaître. Donc, on fait partie du COPIL, même Badgeon la Normandie. Et on a vraiment pour objectif de développer les badges numériques en lien avec nos différents piliers. Donc, on sera vraiment sur de la compétence et de la reconnaissance entre pairs. Et on travaille également avec le CIBC sur un projet de déploiement de lieux de la reconnaissance dans l'Orne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur le campus UDD à Alençon. Je vous invite à visiter quand vous passez, ou vous pouvez même venir exprès. Eh ben, ça sera vraiment avec plaisir parce que ça nous laisse avec plein de questions sur Oui, alors on a la effectivement particularité d'être un tiers-lieu qui a été, on est vraiment, on s'adosse à une entreprise existante, puisqu'il y a 140 collaborateurs dans le groupement. Donc on est un tiers-lieu d'entreprise, mais qui est ouvert au grand public, puisqu'il y a déjà des ateliers où j'ai du grand public qui vient. Les gens passent aussi boire un café, et puis on a des OF, et puis on a des coworkers, et puis il y a des gens qui habitent, qui font la lessive, et puis voilà. Donc on peut être une entreprise et avoir l'esprit tiers-lieu. Parce que c'est une question qu'on nous renvoie parfois. Tout à fait. Jean, qu'est-ce que ça t'inspire, ces deux espaces qui viennent de nous être présentés aussi bien par Isabelle que par Julie? Est-ce que ce sont des choses que tu as croisées, on va dire, dans tes parcours, ou ce sont de nouvelles découvertes? Un petit peu les deux. D'abord, ce que ça m'inspire, c'est la diversité des tiers-lieux. On voit bien, hein, c'est très différent. Celui d'Isabelle, et en fait, j'ai un ami qui a travaillé dans un tiers-lieu ESAT à Lyon, là, qui marche très bien. Donc, je connaissais le modèle et je trouve ça vraiment génial. Voilà, l'université de domicile, je connais aussi parce que je fais partie des experts du label télétravail. D'accord, d'in situ. In situ. Ok. Donc, alors, je ne connais pas votre tiers-lieu, mais j'ai appris plein de choses et je trouve ça passionnant. Donc, voilà, moi, ça m'inspire que c'est tout à fait raccord avec la diversité des tiers-lieux, qu'on peut trouver des modèles économiques variés, mais qu'il faut quand même bien travailler cette question de modèle économique. On peut être dans l'économie sociale et solidaire, monter une SCOP, on peut s'adosser à une véritable entreprise, à un OF, mais voilà, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est-à-dire que on est, pour moi, dans des véritables projets économiques de territoire qui font du sens, qui répondent à des besoins, qui répondent justement à ces incertitudes, ces menaces, ces transitions, et qu'on a de plus en plus d'acteurs aussi qui se sont professionnalisés. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi la coopérative des tiers-lieux en Aquitaine qui forme au métier des tiers-lieux pour animer les tiers-lieux. Voilà. Donc c'est aussi une filière qui se développe parce que je reprends mon image du couteau suisse. C'est bien, ceux qui animent des tiers-lieux, c'est des couteaux suisses. Il faut savoir tout faire. Hein. Je vous vois sourire, mais c'est vrai. Et c'est passionnant comme métier. C'est un métier vraiment tourné vers l'humain. Donc, c'est vraiment passionnant. Après, c'est parfois difficile aussi parce qu'on ne devient pas riche en montant un tiers-lieu. Hein. Je vais me le dire à ceux qui vont se lancer. C'est un métier passion. Mais voilà, si on ne trouve pas d'équilibre économique et sa place sur le territoire, ben, on peut avoir plein d'idées, puis après avoir des déconvenues, parce que c'est quand même, ça peut être lourd, hein. Il y a de l'immobilier, il y a des salaires, il y a c'est parfois des beaux et gros projets. Mais ce que je trouve génial, c'est que ça incarne concrètement des choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choses qui s'effondrent, on voit bien qu'il y a des choses qui marchent plus. Et dans ces tiers-lieux, c'est le contraire. On essaye de reconstruire quelque chose avec les gens. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment génial. Et il y a tous les modèles, il y a plein de diversité.
Et c'est bien qu'il y ait cette biodiversité de projets. Merci pour tes commentaires. Peut-être, Hélène, et avec l'appui de Jean, un petit mot de la fin pour justement nous parler de la journée du 20 septembre, alors dont le lieu n'est pas encore calé, mais qui sera à Caen ou dans la périphérie de Caen, dans un lieu inspirant de préférence. Oui, tout à fait. On va essayer de trouver justement un tiers-lieu pour proposer cette journée de co-construction. En tout cas, merci à vous trois, hein, Jean, Julie et Isabelle, hein, pour la qualité de vos interventions. Et puis, moi, ça m'a permis aussi de m'acculturer, du coup, de plus en plus justement sur la diversité de vos activités aussi. Donc, merci beaucoup. Et puis, Jean, je vais peut-être te laisser la parole, hein, pour présenter, je pense que tu seras plus à même de présenter l'atelier qui aura lieu le 20 septembre. Je vous mets dans le chat, du coup, le lien pour vous inscrire. Et donc, je te laisse la parole, Jean. Oui, alors rapidement, l'idée, c'est de vous permettre sur une journée, alors c'est un challenge parce qu'une journée, c'est à la fois long et court, de pouvoir justement construire son lieu, son tiers-lieu d'apprentissage. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est que qu'il y ait un petit apport d'expertise, un peu comme aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'un tiers-lieu d'apprentissage, un learning lab, quels sont les principaux volets d'un projet, que ce soit immobilier, matériel, programmation, animation, modèle économique, de permettre aux participants de se poser des bonnes questions, notamment le pourquoi. Pourquoi on veut faire ce lieu, pour bien discerner les raisons de son projet, non pas pour vous décourager, mais pour aller au cœur des choses, que souvent on passe tout de suite sur le comment et on évite la vraie question du pourquoi on fait ça. Voilà, à travers aussi un partage de groupe. Et puis, l'idée après, c'est d'avoir un temps d'idéation pour un peu définir à la fois le lieu, les méthodes d'apprentissage qu'on veut mettre en place, et puis les équipements dont on aurait besoin, des équipements numériques, non numériques, et puis de passer vraiment un temps de conception de projet, où, avec une trame précise, où vous pourrez vraiment concevoir votre projet, l'écrire, le partager avec d'autres, et puis avoir des temps un peu d'échange particulier avec moi sur votre projet, pour que, on va dire que le challenge en sortant de la journée, c'est d'avoir un projet écrit, alors évidemment qui sera synthétique, mais qui pourra vous permettre d'aller plus loin, peut-être de bosser votre projet un peu plus, de demander un soutien d'ingénierie, de solliciter une aide directe, enfin voilà, de passer de l'idée au projet. C'est vraiment l'idée en une journée, et le fait qu'il y ait plusieurs participants, ça enrichira aussi peut-être avec les idées des autres. Tiens, c'est pas mal ce qu'ils ont fait eux, tiens, ils partent sur un modèle, effectivement, par exemple des ads, c'est une bonne idée. Donc on jouera aussi sur l'intelligence collective pour nourrir les idées, les propositions des uns et des autres. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à faire passer l'info. Il y a 20 places de disponibles. Donc, ça devrait. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites, hein, me disait Hélène ce matin. Et donc, ça sera une occasion de réfléchir ensemble, collectivement, et dans l'esprit justement de ce qu'est le tiers-lieu. Donc, c'est tout à fait approprié. Si on n'a pas de questions particulières, eh bien on va rendre l'antenne, comme disent les bons journalistes, que je ne suis pas, pour effectivement vous suggérer de nous retrouver à la rentrée, alors soit le 20 septembre, soit à d'autres occasions. Donc surveillez aussi les mails de Communautique qui vont arriver dans les semaines à venir, puisqu'il y aura une programmation, il y aura de nouveaux événements qui vous seront proposés. Et donc on va clôturer à la fois ce webinaire et puis donc les interventions, enfin nos rencontres de ce premier semestre. Merci à Isabelle, à Julie et à Jean, hein, pour